accro au célèbre magazine Art et Décoration. Eh bien, c'est ce magazine qui organise et vous propose ces conférences avec des experts à la pointe que je vais vous présenter tout de suite. Alors, nous avons Alexa Founès, Atelier Germain, fondatrice d'Atelier Germain, qui est un laboratoire d'intérieur. Tout à fait, bonjour. Donc oui, Atelier Germain, nous définissons comme un laboratoire d'intérieur puisque nous sommes à la fois une agence d'architecture d'intérieur qui vous accompagne dans vos projets au quotidien et qui a aussi imaginé un appartement qu'on appelle l'AppartLab que vous pouvez visiter ici sur le stand M109. Et nous sommes également créateurs de mobilier et de couleurs que vous pouvez découvrir sur le stand D88. Elvis Zera, qui est concepteur-réalisateur chez Veneta Cucine, pardon. Voilà, bonjour. donc effectivement, ici on présente Veneta Cucine, donc les cuisines italiennes milieu haut de gamme, et on est présent sur le stand T89 en face de ma collègue. Et Roberto Drapon, alors vous êtes formateur, concepteur de cuisine à l'école La Fabrique. Exactement, l'école La Fabrique qui se trouve dans le 17e arrondissement. On forme des décorateurs d'intérieur, mais aussi des concepteurs de cuisine. C'est un vrai job pour lequel il faut une formation. La Fabrique a aussi mis en place un MOOC, donc une formation par Internet entièrement gratuite, qui est plutôt à disposition des gens qui sont passionnés par la décoration. Pas forcément pour les professionnels, ou en tout cas pas uniquement pour les professionnels, mais pour tous les passionnés de la déco. Et moi, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Laetitia Nallet, je suis journaliste spécialisée dans la déco et je travaille sur RTL et aussi pour Art et Décoration. Voilà. Alors, nous allons parler des cuisines. Les cuisines, il paraît que les Français en changent pas si souvent que ça, tous les 23 ans en moyenne. Sauf que quand même, quand on achète une maison, un appartement, la première chose qu'on a envie de refaire, évidemment, c'est la cuisine. Et la grande question, parce que c'est la grande tendance, est-ce qu'on fait une cuisine ouverte ou pas? Alors, est-ce que vous voyez toujours beaucoup, vous les experts, de demandes de cuisine ouverte? Alors, oui, on a beaucoup de demandes de cuisine ouverte, en effet. Après, les gens me demandent souvent aussi parce qu'ils me voient beaucoup dans les magazines. C'est pas toujours adapté à tous les projets, donc il faut vraiment savoir pourquoi ils veulent une cuisine ouverte, comment ils vivent dans leur cuisine et savoir si c'est réellement adapté à leur façon de vivre et à leurs besoins avant tout de suite de se lancer à classer toutes les cloisons. Il faut peut-être réfléchir. Elvis? Oui, pareil. C'est effectivement une grande tendance qui doit répondre à un cahier des charges et à vos exigences de vie et contraintes de vie, enfants, pas enfants, famille, et à la superficie et au volume de la pièce, parce que c'est pas forcément évident, comme on disait, de faire une cuisine ouverte dans des petits espaces ou des trop grands espaces. Ça s'y prête pas. Ou ça, c'est deux concerts et il faut qu'on prenne la décision ensemble. Ça permettra effectivement d'avoir quelque chose d'homogène. Ça dépend un peu de la configuration, en fait, parce qu'il y a des petits espaces, les studios, évidemment, ils ont la cuisine qui fait partie du lieu. Exactement, ça dépend vraiment de la configuration et c'est là où on doit vous alerter et donner notre œil d'expert pour vous dire est-ce que c'est judicieux de l'ouvrir et pour quelles raisons, avec les points positifs ou négatifs. Ou non, et dans ce cas-là, on vous oriente sur d'autres systèmes de semi-ouverture, on en parlera plus tard. Roberto, je crois que pour vous, la cuisine ouverte répond finalement à un changement des façons de vivre. Oui, il y a une vraie évolution sociale ou sociétale dans la manière de vivre et dans la manière d'utiliser la cuisine. Si on fait un petit peu d'histoire, il y a 40 ou 50 ans, il n'y avait qu'une personne qui utilisait la cuisine. Mais laquelle ? Je sais pas, j'ai oublié dans mon cours. Donc une seule personne qui cuisinait, qui s'occupait d'aller faire les courses, qui remplissait le réfrigérateur. Il y avait même qu'une seule personne qui allait au réfrigérateur pendant le repas. Alors ça va étonner les plus jeunes parce que maintenant on est passé sur une génération où on va leur donner une forme d'indépendance. Dès 3 ans et demi, maintenant on va chercher son yaourt ou sa part de fromage. Il y a 40 ans, ça n'existait pas, ça. Et donc, la cuisine ouverte, ça correspond à cette mutation sociale où maintenant tout le monde va au réfrigérateur, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, jusqu'aux invités. C'est pareil, il y a 25 ans, un invité n'allait pas dans le réfrigérateur. Maintenant, il va chercher la glace ou il vient déposer la petite bouteille de rosé au frais.
Et puis, donc ça correspond à ce mode de vie. Ouais. Et puis il y a l'art d'idée aussi qui a changé, l'art de recevoir, la façon de manger tous ensemble, d'être tous dans la même pièce. Là aussi, on passe sur des mutations. Alors après, on est sur des choses un petit peu plus courtes. Le petit déjeuner, c'est pour moi ce qui change le plus souvent. Là, ce qui est très marquant, c'est ce petit déjeuner qu'on prend en famille ou qu'on essaie de prendre en famille le plus souvent possible. Donc c'est un moment qui doit être très sympa et il faut être dans un confort au quotidien. Toujours dans la manière de recevoir, on était très axé apérodinatoire. En France, on aime bien boire et manger en même temps. Et on est revenu au repas à table. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est le 4 heures, le tea time, qui revient aussi un petit peu en force. On invite des gens juste pour une part de gâteau. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et donc, la cuisine ouverte se prête à tous ces moments de vie avec sa famille ou avec ses invités. Alexa? Alors moi, si je peux me permettre de rebondir sur la partie historique et la seule personne qui va au frigo, peut-être que je la représente bien. Donc en fait, pour l'histoire vraiment, donc en fait en 1927, la première personne qui est une architecte qui a imaginé la cuisine sur mesure, la cuisine aménagée, c'est une femme. Ça existe depuis donc 1927. La femme qui a amélioré, c'est Charlotte Perriand avec la Cité radieuse, avec cette cuisine qui était vraiment ouverte justement sur le salon où elle a inventé les premiers meubles bifonctions qui font office de passe-plat. Et pour tout dire, en fait, la cuisine américaine, elle a rien d'américaine puisqu'elle a été inventée par des promoteurs français lorsqu'ils ont, pour gagner de la place en fait dans les appartements dans les années 60, ils ont dit aux gens, hey, on va vous faire une cuisine américaine. Mais en fait, c'était simplement pour intégrer la cuisine dans le salon et pour eux gagner en fait pour faire des économies sur la construction des appartements. Ce qu'on appelle la cuisine américaine, c'est la cuisine intégrée en fait. Hein. Cuisine intégrée. Mais c'est vrai qu'en France, on dit plus trop cuisine américaine. On dit cuisine non, intégrée. Pas plutôt maintenant. de cuisine intégrée ou de cuisine ouverte et voilà. Ou de pièces de vie. Parce qu'en fait, drôle, en fait, on a traduit en pièces de vie. C'est vraiment la pièce où tout se passe. Ce qui est assez drôle, c'est que il y a même deux femmes qui ont travaillé à peu près en même temps, une autrichienne et une américaine, vraiment au tout début du XXe siècle, et elles se sont fait taxer de taylorisme. Donc tout leur schéma, parce qu'elles organisaient la cuisine, et tout leur schéma de construction a été mis de côté parce qu'on disait que c'était du taylorisme, qu'on les mettait au travail dans leur lieu de vie. Voilà, et c'est passionnant l'histoire de la cuisine. Oui, c'est passionnant parce qu'en plus, elle minutait, elle calculait le temps qu'elle gagnait, elle se disait, ah mais si le placard était là, je gagnerais tel temps, et voilà. Et là, maintenant, on utilise ces règles-là pour et c'est là que le triangle d'activité dont on parle est né de ça, c'est-à-dire comment gagner un maximum de temps et de pas, en fait, dans la cuisine pour... Alors, le triangle, c'est quoi? C'est le froid, le chaud et le plan de la préparation. Ah, mais il faut le prendre, le micro, Elvis. Oui, tout à fait. Donc, le triangle d'activité, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Donc, c'est l'évier, la plaque de cuisson et le réfrigérateur. Donc, ça, effectivement, c'est le triangle froid-chaud. Quand on parle de plaque de cuisson, c'est four. Donc, vous avez ce triangle-là qui doit être normalement le plus court possible pour éviter trop de pas dans cette pièce. Et on dit qu'il ne faut pas mettre le froid à côté du chaud. Vrai? Faux? Moi, aujourd'hui, c'est faux. Parce que vous isolez bien, c'est ça? Voilà, maintenant même les fabricants d'électroménagers, notamment les fours, avant la chaleur se dégageait sur le côté, donc qui altérait les meubles, et un frigo à côté, et du coup le compresseur tournait en continu et venait à lâcher plus vite. Aujourd'hui, tous les fabricants ont pris conscience de ces éléments. Le frigo a un système d'évacuation d'air différent, et les fours ont un système d'extraction de la chaleur sur le devant et plus sur les côtés, ce qui permet de ne plus abîmer les caissons de meubles et les façades, et ce qui permet effectivement de pouvoir être placé à côté d'un frigo sans problème. Voilà, si un cuisiniste vous dit c'est pas possible votre projet, vous pouvez même mettre le chaud et le froid à côté, vous savez que c'est pas vrai. Qu'il y a des solutions, voilà, exactement. Alors, cuisine ouverte, ça fait rêver parce que c'est vrai, c'est la pièce de vie. Et puis, finalement, on gagne certainement des mètres carrés parce qu'on n'a pas besoin de couloirs, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients, notamment les odeurs, le bruit aussi des appareils ménagers. Roberto, je ne sais pas, il faut faire attention aux décibels quand on achète un appareil qu'on va mettre dans une cuisine ouverte? Oui, il faut faire attention à certains appareils. Alors, il y a les appareils où on a fait beaucoup d'efforts. Le lave-vaisselle, la vaisselle est descendue en dessous de 43 décibels. On peut considérer qu'il est
quasi inaudible. On ne l'entend plus maintenant sur les nouvelles générations. Les appareils qui continuent à faire du bruit encore sont le réfrigérateur et la hotte. Le réfrigérateur, c'est continu ou presque. Donc, il démarre, il s'éteint, il démarre. Et là, ça peut être une petite gêne. Après la hotte, on a fait gros efforts sur les moteurs, sur l'isolation. On diminue, on arrive à passer en dessous de 65 décibels sur les pleines puissances, mais on arrive en dessous de 50 décibels sur des vitesses intermédiaires qui sont largement suffisantes au quotidien. Le tout, c'est de bien utiliser sa hotte. Là, on a encore un peu de pédagogie à faire auprès de nos clients. Et alors, si on achète donc un lave-vaisselle 43 décibels, on va pas l'entendre. Sauf qu'en fait, certaines personnes s'en plaignent. Il paraît que c'est parce que nos appartements sont trop bien isolés. Ouais, alors ça fait partie des nouveautés, hein. On a une règle de construction RT 2012 qui a été draconienne en termes d'isolation thermique. Ça s'est joué aussi sur l'isolation phonique. Et finalement, on a des intérieurs qui sont de mieux en mieux, isolés des bruits extérieurs. Et finalement, on est plus perturbé par ces bruits intérieurs maintenant qu'il y a quelques années. On a l'impression que tout résonne, qu'il y a de l'écho dans tous les sens, et on entend des appareils qu'on n'entendait plus du tout. Donc attention là-dessus, les fabricants d'électroménagers le savent. On recherche aussi des solutions pour recréer des bruits qui permettent de couvrir nos bruits intérieurs et que ça soit plus paisible. Si ça fonctionne déjà dans l'aéronautique, on fonctionne déjà comme ça pour limiter le bruit. Il y a des systèmes qui existent sur les fenêtres aussi pour éviter les bruits des voitures. Donc voilà, il y a un moment, enfin, le zéro bruit est juste insupportable. Le silence total est insupportable. Alors, juste pour revenir à une petite aparté sur le bruit, il est sûr que dans une cuisine, puisqu'on parle de la cuisine, les appareils intégrés, vu qu'ils sont enclavés avec des façades souvent dessus, réduit encore cet aspect bruit. C'est un plus. Alors, cuisine, autre tendance dans la cuisine aussi, qui nous fait tous rêver, c'est l'îlot. Est-ce qu'on peut tous avoir un îlot central dans sa cuisine? Ah non, Alexa dit non. Non, ça dépend de la taille de la cuisine. Donc, il faut quand même une taille suffisante pour intégrer un îlot, parce qu'il y a aussi une problématique de circulation. Et puis après, ça dépend aussi des fonctions qu'on veut mettre dans cet îlot. Parce que si on veut qu'il y ait par exemple, le robinet, forcément une arrivée d'eau. Qui dit îlot dit que c'est au centre de la pièce. Donc, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, dans une copropriété, ça ne sera pas possible. Et si on veut aussi y intégrer soit un four, soit une cave à vin, là il faut une arrivée électrique, donc là aussi il va falloir faire passer l'électricité, donc c'est plus facile que l'eau, mais ça peut avoir des contraintes. Et donc l'îlot peut aussi n'avoir pas de fonction, en tout cas pas d'appareil ménager, et là peut aussi servir d'espace repas, et évidemment on en profite pour intégrer du rangement, parce que qui dit cuisine ouverte dit qu'il n'y a plus de mur, et qui dit qu'il n'y a plus de mur dit qu'il y a beaucoup moins de rangement, donc il faut trouver des espaces où faire du rangement. Donc l'îlot là peut servir. Souvent aujourd'hui, l'îlot sert plutôt de remplacement à la salle à manger et va faire la connexion entre la cuisine et la pièce de vie. C'est-à-dire que souvent on colle à l'îlot, on intègre à l'îlot une table. La plupart du temps aujourd'hui, oui. Un coin repas, ouais. Oui, alors sous quelle forme cette table? Alors, il y a plusieurs formes qu'on peut lui donner, où on détermine, comme c'est un pont avec le séjour ou la salle à manger, que cette table serait une table principale, donc pour dîner ou pour pouvoir prendre le petit-déj, enfin tous les repas de la journée. Et auquel cas, on peut l'intégrer ou en hauteur table classique, ou faire une prolongation du plan de travail avec des sièges qui permettent de manger à hauteur de plan, ou hauteur bar, donc snack bar. Donc on a ces trois possibilités d'extension de coin repas dans une cuisine ouverte sur le séjour. Et effectivement, derrière cela, ça permettra de faire la connexion entre les espaces de vie. Alors, quand on veut faire un îlot, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Par exemple, à combien du mur il faut se mettre pour pouvoir passer, circuler? Je connais, mais je laisse parler le professeur. Merci Louise. Les dimensions, alors ce qu'on appelle souvent les dimensions de circulation, il y a des règles de base, mais ce qu'il faut véritablement avoir en tête, c'est, et ça c'est le job du concepteur ou de l'archi ou du déco, c'est de s'adapter à la morphologie de ses clients. Quand même, déjà. Et après, la base, ça sera 80-90 cm. 90 cm, c'est confort. 80, ça sera le minimum. On essaiera de jamais descendre en dessous de ces dimensions.
Après, autre point important, il y a les fonctions meubles, mais après, il y a les fonctions électroménagers. Derrière un lave-vaisselle ou derrière un réfrigérateur, c'est quand même plus sympa d'avoir 1 mètre 10 pour pouvoir ouvrir la porte, charger, décharger. Pareil pour le four. Le four, on est derrière le four quand on vient arroser ou quand on vient retirer un plat. Donc, c'est plus pratique d'avoir 1 mètre 10. Et après, on revient, je te passe la dimension maxi. Merci Elvis, il anticipe. C'est très au point, tous les deux. Exactement, on se connaît depuis très longtemps. Après, voilà, c'est la dimension maximum qu'il faut essayer d'avoir aussi en tête. Éviter d'avoir des distances supérieures à 1,30 m entre un linéaire et un îlot, par exemple, parce qu'après, ça fait faire trop de pas pour les préparations, puis ça devient pas vraiment pratique en réalité. On occupe l'espace, certes, mais en termes de praticité, on peut se poser la question quand on dépasse les 1,30 m. Bon, il y a quand même des défauts à une cuisine ouverte et je crois qu'une des revendications qui revient souvent, c'est le problème des odeurs. Oui, tout à fait. Il faut faire attention, c'est pareil. Ça, c'est par rapport aux habitudes de vie. Mais une cuisine ouverte, on ne pourra pas faire des grillades sans que il y en ait de partout. Jusque-là, on est d'accord, même avec la plus grosse hotte qu'on puisse placer. C'est des habitudes de vie, c'est des choses qui doivent être prises en considération au moment de l'élaboration du projet. Et puis, il y a le rangement aussi. On ne peut pas trop laisser traîner les casseroles. Il y a aussi voilà, au milieu de la l'aspect pièce, esthétique. Comme effectivement, c'est une pièce ouverte, il va falloir être un peu ordonné. Et dans ce cas, on se tourne vers l'architecte d'intérieur. Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement être un peu entre les deux, la cuisine semi-ouverte? Alors oui, en fait, c'est aujourd'hui ce qu'on fait de plus en plus. C'est en effet pas complètement ouverte, pas complètement fermée, ou en tout cas avec la possibilité de la fermer. Donc, ce qui se fait énormément, c'est d'avoir des verrières coulissantes qui peuvent laisser passer la lumière. On peut décider de la laisser ouverte quand on a envie, et quand on fait les préparations, on ferme la verrière. Alors, attention, c'est moins isolant qu'une porte, une vraie porte, mais quand même, il y a beaucoup moins d'odeurs qui vont passer dans la pièce. Donc ça, c'est une option. Après, on peut mais ça limitera pas les odeurs, mais on peut aussi séparer visuellement la cuisine du salon avec des systèmes de claustra, avec des meubles séparatifs qui peuvent faire office de bibliothèque, donc avec des ouvrants, des fermés qui vont faire vraiment un écran, mais là plus visuel, entre la cuisine et le salon. Autre tendance, du coup, quand la cuisine est ouverte ou semi-ouverte, les meubles de cuisine, finalement, viennent se poursuivre dans le salon. Vous m'avez montré des projets un peu allant dans ce sens, Elvis. Donc ça, c'est une vraie tendance aussi, le meuble de cuisine qui devient meuble de salon. Oui, tout à fait. De façon générale, tous les fabricants de cuisine, vu la mode de la cuisine ouverte, bien sûr, ont fait des extensions de mobilier sur des meubles TV, sur des bibliothèques, sur des choses qui, effectivement, permettent d'avoir une transition douce et d'avoir les mêmes finitions, que ce soit dans la cuisine ou la salle à manger, ou le meuble TV, ou le séjour. Donc ça, ouais, c'est une vraie tendance de se dire qu'on raisonne en globalité et pas forcément sur une seule pièce. Oui, ça c'est très important. Quand on fait une cuisine ouverte, il faut raisonner totalité de la pièce et pas juste mon coin cuisine. C'est ça, Alexa, hein? Bah oui, c'est le concept de l'ouverture. Donc, en effet, par exemple, si vous voulez une cuisine rouge et que dans votre salon est déjà beaucoup de couleurs, peut-être que ça ne sera pas recommandé. Donc, en tout cas, il faut aussi se poser cette question-là quand on décide d'ouvrir. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent simplement une cuisine ouverte, mais qui ont déjà une cuisine qui est faite, qui ne veulent pas forcément la refaire et qui veulent l'ouvrir sur le salon. Il faut aussi se poser ces questions-là. Est-ce qu'on est sûr et certain que l'ensemble de la décoration va s'accorder? Comment on va réussir à faire le lien entre les deux pièces? Et là, en effet, on va travailler, c'est d'autres sujets, mais sur les couleurs, sur les transitions aussi au sol qu'il va falloir réaliser pour que le passage de l'un à l'autre se fasse joliment. Alors du coup, ces meubles de cuisine qui deviennent aussi des vaisseliers, des bibliothèques pour le salon, est-ce qu'il y a une tendance qui ressort, une couleur peut-être? Après, les tendances, elles restent et elles passent. Donc, on va parler plutôt d'un temporel. Moi, je sais que sur le principe, aujourd'hui, les couleurs phares restent le blanc, le noir, les couleurs naturelles, le beige, le sable, le gris, un petit peu les dégradés de gris. Donc ça, effectivement. Après, il y a des couleurs un peu tendance, comme on parlait du bleu nuit qui
ou le bleu roi, qui est un petit peu une tendance. Si on remonte dans les années 70, c'était l'orange. Donc, vous avez sûrement vu quelques formes. C'est ça, si on garde longtemps sa cuisine, il faut y penser quand même avant de l'acheter. Donc, il y a une dizaine d'années, c'était le rouge, par exemple. Donc, effectivement, voilà, on suit un peu les tendances en rotation, mais il y a une valeur sûre, c'est l'intemporel. Ouais. Et le noir, donc, fait partie des intemporels pour vous? Oui, toujours. Et effectivement, par rapport aux couleurs, si on voulait de la couleur dans la cuisine, il est plus facile de mettre une touche sur un mur où on repeint juste le mur en couleur quand on en a marre, que de changer toutes les façades de la cuisine, ou alors de jouer avec les accessoires, un grille-pain, une machine à café et autres. On va apporter de la couleur, mais entre guillemets interchangeable plus facilement que toute une cuisine. Le noir, c'est quand même très très salissant. On voit toutes les traces de doigts sur le noir. Alors, est-ce qu'il y a des finitions à choisir? Elle a dit non. Elle a dit non, Alexa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maniaque, Alexa. Ah, le noir, c'est bien alors. Le noir, c'est très bien et en effet, ça dépend des matières. Aujourd'hui, en fait, il y a des intemporels et puis il y a aussi les matériaux qui ont énormément évolué. Donc, en effet, quand vous prenez une cuisine en laque brillante, forcément, la moindre trace de doigt va se voir. Mais c'est vrai que maintenant, on est plutôt sur des laques mat, on est plutôt sur des phénix. Là, je vais laisser les professionnels parler du phénix. Et donc, non, on peut vraiment se permettre. Enfin, il y aura pas, on se verra pas. Enfin, si on n'est pas soigneux, ça se verra. On verra toujours les traces de doigts, mais si on il n'y a pas de problématique, en tout cas avec le noir. Il y a vraiment certains matériaux qui ne sont pas recommandés dans les cuisines pour les personnes qui ne font pas attention, mais les couleurs, tout est permis. Alors, les matériaux, le phénix, qu'est-ce que c'est? Le phénix, c'est une évolution du stratifié. Alors, la marque la plus connue, c'est Formica. Elvis parlait des années 70. Le stratifié a évolué et il y a la recherche et développement. Le stratifié, en fait, c'est du bois avec un revêtement par-dessus? Ça va être un dérivé du bois, oui, avec un revêtement. En réalité, c'est même juste un empilage de feuilles de craft avec une résine et une photo décorative. D'accord? Donc, ça fait quelques dixièmes d'épaisseur, un petit millimètre d'épaisseur. Et donc, il y a des évolutions techniques sur la surface. Et donc, ce produit qu'on appelle Phénix, on arrive à avoir un produit, qui est réparable. Alors attention, on parle de micro-rayures. Hein. On peut réparer les micro-rayures. Et on a un produit ultra mat qui ne marque pas ou pratiquement pas. Donc c'est vrai qu'en termes d'entretien, de traces sur les empreintes de doigts ou sur les traces de gras, on a un produit là qui remplit bien sa tâche en cuisine. On va le trouver sur les façades et on va le trouver aussi sur les plans de travail avec des résistances à la chaleur qui correspondent à l'utilisation normale en cuisine. On n'a pas parlé du bois, parce que le bois aussi, en cuisine, en ce moment, il revient très très fort, non? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le bois amène de la chaleur dans la pièce, surtout quand on est dans des teintes froides en termes d'aménagement de mobilier. Et il prend toute sa place aujourd'hui. Il revient très fort avec des bois naturels à l'état vraiment brut aussi. On a des bois qui sont travaillés avec des nœuds, avec des choses où on a un état vraiment brut. Alors, c'est pas trop miel, mais oui, voilà, les teintes, c'est quoi? C'est plus. On a un peu de miel, hein, puisque c'est le teint chaud du classique. Bois naturel, mais on a beaucoup de bois. On peut avoir du bois verni, on peut avoir du bois lasuré, on peut avoir du bois en lamelles aussi, qui nous permet de travailler ou en façade, ou faire juste un rappel sur un coin repas ou une extension de la cuisine. Et qui va bien se marier du coup avec le noir, par exemple. Qui se marie parfaitement avec le noir, avec le blanc aussi. Franchement, le bois, aujourd'hui, on l'utilise en touche. Moi, je ne l'utilise pas trop en total look bois, honnêtement. Mais après, ça dépend de la demande. Il y a des gens qui veulent une cuisine en bois parce que pour eux, dans leur esprit, une cuisine doit être en bois. Et on a des bois modernes qui répondent à cette demande. On voit aussi beaucoup de projets de cuisine où, par exemple, la partie sombre est sur les meubles bas et la partie haute, c'est des meubles d'une couleur différente, en tout cas claire. Exactement. Pourquoi? Alors, quels sont les avantages de faire ça? C'est pour éviter d'avoir quelque chose de trop pesant visuellement. Donc, effectivement, on travaille toute la partie, généralement colonne et meubles bas sombres pour créer une unité et la partie haute très claire pour alléger l'effet visuel. Alexa, est-ce qu'on peut avoir une cuisine de couleur si on veut? Si on veut, on peut tout avoir. On en a fait quelques-unes. Encore une fois, oui, il faut oser la couleur. Maintenant, alors après,
de nos jours, on est moins sur les couleurs criardes, on est plus sur les couleurs rabattues, sur des couleurs qui sont des couleurs, mais qui vont être quand même très foncées, qui vont tirer sur le noir, qui vont quand même mieux s'associer et peut-être moins se démoder qu'une couleur très franche. C'est vrai qu'on a travaillé, nous, avec des couleurs où on a vraiment réalisé la couleur sur mesure en partant d'un élément, d'une couleur, d'un papier peint très coloré. On a choisi une de ces couleurs et on a fait réaliser une teinte. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on peut faire sur des cuisines haut de gamme. On peut aussi choisir de faire des cuisines en bois naturel et les peindre aussi et les peindre de la couleur que l'on souhaite. Mais en tout cas, la couleur, ça fonctionne très très bien. Et puis sinon, on peut aussi partir sur une cuisine intemporelle en bois, noire ou blanche, et la twister là, avec s'amuser sur les crédences, s'amuser sur les poignées de porte. On prend beaucoup moins de risques. Ah, justement, on va parler définition. Alors, poignée ou pas poignée? C'est quoi la règle? De toute façon, il faut toujours un moyen d'ouvrir les portes, quoi qu'il arrive. Jusque-là, donc poignée ou pas poignée, c'est pareil, c'est une question d'envie. Il est sûr que dans les petits espaces, le sans poignée, ce sera conseillé parce qu'on ne pourra pas se cogner, enfin on pourra pas. On aura moins de risques de se cogner avec les poignées en saillie. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans les différents éléments. Roberto a des choses à nous dire sur l'aspect sans poignée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, poignée ou sans poignée, il faut d'abord se sentir bien dans sa cuisine. Ça, c'est le principal. Et aujourd'hui, que ce soit avec ou sans poignée, il y a toujours des choses pour mettre en valeur, ou les mettre marquer cet aspect poignée, ou l'effacer, quoi qu'il arrive. Alors, Roberto, sans poignée, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, c'est très très joli. Hein. Là-dessus, esthétiquement, on fait des choses superbes sur les modèles sans poignée. Il y a différents types de sans poignée. Là, on va parler des gorges. Donc, j'ai un souci avec ça. C'est les ongles longs. D'accord. Donc, si vous avez des manucures, c'est votre souci. C'est pas le mien, mais ça peut le devenir quand mes clientes ne sont pas satisfaites parce qu'elles vont abîmer leur manucure ou tout simplement elles vont pas réussir à attraper le lave-vaisselle ou l'ouverture du réfrigérateur à cause d'une manucure un peu trop prononcée. Donc ça, c'est du vécu. Donc je préfère le répéter à mes élèves et mes stagiaires. Ça peut éviter certains conflits qui sont dommageables. Après, autre chose, les problèmes articulaires sur les doigts. On se retrouve quelquefois avec des personnes qui peuvent avoir des douleurs, qui peuvent avoir des déformations articulaires, et attraper un lave-vaisselle ou un réfrigérateur complètement intégré avec le profil, c'est pas la solution la plus adéquate. Donc après, on peut toujours se débrouiller avec le tranchant de la main, mais c'est jamais très très pratique. Donc c'est les deux cas un petit peu spécifiques où il faudra faire attention. Il faut tester la sans poignée. Il faut aller en expo, il faut aller en magasin, il faut utiliser pour voir si véritablement on trouve ça pratique. Joli, c'est indéniable. Enfin, après, j'ai pas le monopole du bon goût, mais ça plaît. Ça, c'est clairement. Mais attention. Parlez-nous aussi un peu de ce qui se passe au niveau des rangements et des mobiliers. Je sais qu'il y a des étagères Elvis très haut placées. Alors, on perd pas de place, donc on essaye de mettre des rangements jusqu'au plafond. On peut tout à fait aller jusqu'au plafond. On a des éléments maintenant d'optimisation d'espace avec effectivement, pour par exemple les meubles d'angle, des plateaux qui sortent. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller au fond du placard d'angle pour aller chercher un paquet. Vous avez des colonnes coulissantes avec des systèmes rotatifs, des paniers à déploiement. Vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est sur les meubles hauts, des meubles motorisés avec des portes qui se lèvent en motorisé. Et pour la redescendre, vous avez un bouton appuyé qui redescend. Donc, ça évite d'aller la chercher à 2,50 m de hauteur. En fait, l'étagère descend jusqu'à vous? Alors ça, c'est un autre système. On a effectivement, d'abord, vous avez le meuble. Vous avez la porte qui s'ouvre juste par pression motorisée. Donc, elle va aller s'ouvrir à 2,40 m de haut. Et à moins de s'appeler Michael Jordan, pour aller la chercher, ça va être compliqué. Donc, on équipe avec un petit bouton pour qu'elle se descende motorisée. Et à l'intérieur de ces meubles-ci, ou autres d'ailleurs, en accessoire, on peut avoir des étagères à déploiement qui viennent à vous. Donc, c'est plus vous qui allez au fond du meuble haut, c'est l'étagère qui vient à vous au niveau de la crédence. Ça fait rêver, hein, ça. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution sur l'ergonomie
et sur l'optimisation d'espace, effectivement. Et puis, il y a le tiroir en dessous qu'on tire et on peut grimper dessus pour ouvrir le placard dessus. Oui, on peut effectivement avoir ce tiroir-là avec un système d'escabeau intégré dans le tiroir. Moi, je ne suis pas très pour ça. Je préfère mettre un escabeau, ce qu'on appelle en plainte, où vous avez un escabeau que vous sortez de la plainte, ça ne vous fait pas perdre un rangement. Parce que l'escabeau dans le tiroir, ça vous fait perdre un module de tiroir complet. Non, je ne voulais pas parler. Parce qu'en fait, nous, les escabeaux, les tiroirs, on les utilise aussi beaucoup pour les enfants. Donc, c'est vrai que dans les sacs de bain, dans les cuisines, ça dépend. Si vraiment vous êtes dans une famille où vous cuisinez beaucoup en famille, ce qui est le cas chez moi, c'est assez sympa quand même d'avoir la vraie marche où vous pouvez cuisiner avec votre enfant. Voilà, c'est le petit bémol que j'apporterai. C'est bien. Alors, on n'a pas parlé encore des crédences. Qu'est-ce qu'on met en crédence dans sa cuisine? En matériaux? Alors, on parle de crédence, donc de plein de choses. Ça va dépendre donc déjà du matériau qu'on a choisi pour la cuisine, mais c'est vrai c'est vraiment là qu'on peut s'amuser. Ce qui fonctionne beaucoup en ce moment, c'est le zélige, qui est ce matériau artisanal qui va apporter beaucoup de chaleur. Donc, ce et sont de des la carreaux couleur. 10 par 10 Oui, qui viennent du Maroc. Qui viennent principalement du Maroc ou du Portugal, qui sont, des carreaux émaillés et qui ont cette particularité d'être tous différents, qui existent en énormément de coloris, donc on peut vraiment s'amuser avec le zélige. On peut, dans une pièce qui n'est pas très grande, pourquoi pas mettre une crédence en miroir qui va pouvoir agrandir un petit peu le volume de la pièce et qui est très facile avec un petit cheat à nettoyer. Et puis après, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours le carrelage. On peut faire aussi des remontées. Des remontées en fonction du matériau qu'on a choisi. Donc, il y a beaucoup de choses possibles. Roberto, il y a d'autres choses en crédence, par exemple des verres sur lesquels on peut reproduire des photos? Là, oui, il y a des évolutions de produits qui sont assez intéressantes. Une marque qui s'appelle Dibon, qui fait un produit plutôt à base de PVC sur lequel on va sérigraphier la façade. Très bonne résistance à la chaleur, excellente résistance à l'humidité. Donc là, on va pouvoir la sérigraphier. Les verres, pareil, on va pouvoir les laquer, on va pouvoir les sérigraphier. Donc là aussi, il y a de la personnalisation possible sur la partie crédence. Donc écrire un mot, utiliser une couleur, reprendre une photo d'un paysage, d'une ville. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant. Et là, avec l'utilisation, par exemple, du Dibon d'hiver, on arrive à des produits sur lesquels on n'arrive pas à des prix astronomiques. Donc, je trouve que voilà, il y a eu beaucoup de développement là-dessus avec des produits tout à fait acceptables en termes de prix. Le sol de sa cuisine, que faut-il mettre dans une cuisine? Parce que là, si on est dans une cuisine ouverte, est-ce qu'on peut continuer le parquet du salon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, le parquet du salon, on peut toujours le continuer, en effet. Après, il faut faire attention à bien prévoir du carrelage sous les meubles, en tout cas, et notamment sous les meubles où il y a l'évier, la vaisselle, pour éviter que le parquet ne gondole. Sinon, aujourd'hui, on peut aussi beaucoup s'amuser à avoir des carrelages qui ont une pose. On voit beaucoup ça, par exemple, des carrelages hexagonaux qui vont venir comme ça mourir sur le parquet, créer un calpinage qui va être très joli, qui va permettre de créer une jolie transition entre le salon et la cuisine. On peut après, sinon, le grès cérame reste ce qui va être le plus facile d'entretien et le plus sûr dans une cuisine, en tout cas. Mais on peut aussi mettre du carreau-ciment, il y en a énormément. Mais bon, par contre, il faut bien respecter les règles de pose et bien le saturer et bien le traiter avant d'utiliser sa cuisine. Et après, moi, il y a des matériaux que je trouve pour moi proscrits dans la cuisine, qui sont béton ciré. On en a vu beaucoup justement avec la mode des lofts et des cuisines ouvertes. Pour moi, c'est une hérésie parce qu'en fait, le béton, il boit n'importe quelle tâche. Donc, si vous faites tomber du vin, si vous faites tomber du gras, vous allez avoir l'auréole qui va rester toute votre vie dans votre béton. C'est un petit peu dommage. Et puis le chêne, c'est vrai que les parquets chêne, on en voit beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas judicieux, c'est un peu dommage. Après aussi, de devoir poncer régulièrement son parquet, c'est pas fait pour ça. Roberto, sur les matériaux pour le sol.
Ouais, sur les matériaux qui sont cités comme le bois massif ou certains contre-collés ou encore le béton ciré. Alors, je partage l'avis qui a été donné. Euh, Après, on peut aussi accepter d'avoir un sol qui vieillisse et qui se patine. Mais il faut l'accepter. Donc, à vous de voir. On a utilisé les tomates à une époque. On peut utiliser du bois. On peut utiliser du béton ciré ou des dalles de béton. À partir du moment où on accepte qu'il peut y avoir des micro-fissures, à partir du moment où on accepte qu'il y ait des tâches qui se passent et que ça se patine. Voilà, c'est là où il faut faire un choix en pleine conscience. Et peut-être un mot sur le... Alors oui, Elvis. Donc juste un aspect qu'on n'a pas parlé. Donc effectivement, dans les cuisines, on peut mettre, généralement, c'est quand même conseillé, recommandé d'avoir de la céramique carrelage. Mais si on veut conserver un aspect bois au sol, on a de la céramique et du carrelage Voilà. type parquet. Où aujourd'hui, on ne voit, enfin si on ne touche pas à la main ou si on marche pas pieds nus dessus, on voit pas la différence visuelle. On a vraiment l'impression Ouais. que c'est un parquet. C'est du grès cérame, hein, c'est du carrelage, Voilà, mais voilà. imitation parquet. Exactement. On a tous les avantages du carrelage avec l'aspect visuel d'un parquet. Et on a les mêmes choses en carreaux de ciment. Et aujourd'hui, on a les mêmes choses en céramique, imitation carreau de ciment. Mhm. Alors effectivement, on aura les joints, mais on a aujourd'hui de la céramique de grand format, donc 80-80, 1m20, 1m20, même des plaques de 120 par 250. Donc à faire attention quand même parce que le carreleur, il ne va pas aimer poser ça. Mais parce que c'est assez compliqué pour, si le sol n'est vraiment pas plan, des grands carreaux, c'est pas évident à poser. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et on peut vraiment avoir un rendu visuel sans avoir entre guillemets, les contraintes d'un parquet massif dans une cuisine ou d'un béton ciré. Oui, qui peut être salissant, effectivement. Alors, on va dire un petit mot maintenant sur les appareils électroménagers et aussi les hottes dans les cuisines ouvertes. Et puis après, ça sera les questions-réponses. Donc, réfléchissez si vous avez des questions très pratiques. Si vous avez un projet de cuisine, n'hésitez pas à préparer votre question. Les hottes, donc, dans une cuisine ouverte, on la voit pas. En fait, il y a les deux possibilités. En archi, moi, je préfère ne pas l'avoir. Et c'est vrai que pour le coup, techniquement, maintenant, il y a des choses extraordinaires. Roberto, alors on a des hottes, par exemple, qui sont rétractables. Ouais. Et donc, qui sont sur le plan de travail, on voit rien. Puis quand on en a besoin, hop, c'est vrai qu'on avait une vraie demande. En tout cas, les fabricants d'électroménagers avaient une vraie demande de la part des clients et des archis et déco. Alors, on a un visuel d'ailleurs avec des... Voilà, exactement, ce type de hotte. Donc, l'idée, c'était de cacher la hotte. Pour la partie îlot, ça s'expliquait, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui était suspendu au plafond, qui était très massif, qui prenait beaucoup de place visuellement. Et les archis, on leur détruisait un petit peu leur visuel et leur perspective. C'était quand même pas toujours très sympa. Puis après, il y avait l'histoire tout simplement de praticité et d'accessibilité. Donc, on a d'abord passé par un système d'aérateur de plan de travail. Donc, ces systèmes-là qui sont intégrés au plan avec des hottes qui peuvent être escamotables. D'accord. Donc là, on a eu toute une génération. Voilà, ça fait 10 ans que l'on a ce genre de produit qui fonctionne très très bien. Et la dernière vraiment évolution, et là il y a un choix qui est devenu colossal, c'est d'intégrer alors ça c'est les aérateurs de plan entre des varios, d'accord. Là aussi une solution qui est très très ancienne. Et après il y a des systèmes de plaques aspirantes, c'est-à-dire que la hotte est intégrée au centre de votre plaque de cuisson. Et là on a quelque chose, on ne prend pas de place derrière, ça prend toujours autant de place dans le meuble, mais ça l'était déjà. Et on a quelque chose de très uniforme et puis avec un prix qui devient lui aussi très très abordable. Très abordable. Et autre chose, Elvis, vous m'avez montré, il y a les hottes maintenant ne sont plus complètement horizontales, mais en fait pan coupé. Inclinées. Voilà, inclinées, pan coupé. Donc pour revenir sur les hottes, vous avez plusieurs grandes familles de hottes. Vous avez les hottes qui descendent du plafond pour l'îlot. Vous avez des hottes intégrées dans le plafond, donc sous réserve qu'on ait l'évacuation, ce qui permet de garder la profondeur de champ visuel sur l'îlot et de rien avoir sur l'îlot central en termes d'évacuation. Donc on récupère le tiroir en dessous. Donc ça, c'était plutôt pas mal si on a la place de mettre une hotte de plafond. Ensuite, vous avez la hotte intégrée dans le meuble, qui effectivement, visuellement, vous avez l'impression que c'est un meuble, mais on a la hotte intégrée au-dessus de la plaque. Et la dernière grande famille, c'est les hottes décoratives, donc visibles,
qui, jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans, on avait des hottes souvent pyramidales, avec toujours la hotte qui dépassait, et on pouvait se cogner, quand on était assez grand pour se cogner, bien sûr, mais on se cognait dessus. Et les fabricants ont beaucoup évolué avec des systèmes d'aspiration où on a des hottes maintenant en pan incliné qui se placent un peu plus basses, assez décoratives, ce qui permet de dégager le consommateur, ou en tout cas l'utilisateur de la plaque, et qui ne se cogne pas la tête, avec un effet visuel assez sympa. Et puis, il y a le choix des hottes, donc très, très décoratives et visibles, qui sont de monumentaux. Par exemple, on a l'impression que ce sont des abat-jours magnifiques. Ouais, ça, effectivement, il y a un gros travail sur les hottes îlots centrales, avec des hottes lustres, ce qu'on appelle. Oui, voilà. Avec, on peut avoir, visuellement, on a l'impression que c'est un vrai lustre, avec un abat-jour, avec des strass de Swarovski, avec des effets inox ou pas, avec juste un chapeau lumineux. Donc, quand on l'allume, on voit juste que c'est un abat-jour. Et puis, à l'intérieur, vous avez un moteur de hotte qui peut être fixe ou motorisé, qui descend du plafond, le cas échéant. Une petite astuce encore, quand on fait sa cuisine, on doit penser peut-être à planquer la machine à café, le robot. C'est possible, ça, de les Oui, tout à faire fait. un peu disparaître? Oui, on a des meubles à rideaux, ça s'appelle, éventuellement. Donc, posés sur le plan de travail, où vous ouvrez le meuble à rideaux, vous planquez la machine à café, le grille-pain, pas trop de choses non plus, sinon il faut en mettre plusieurs. Mais oui, on a la possibilité aujourd'hui de faire ce genre de choses. Ou alors, on a aussi ce qu'on appelle des portes coplanaires. Donc, on peut cacher tout un pan de mur de cuisine, où on peut cacher le four, le micro-ondes. C'est les appareils généralement qui restent visibles, même la cuisson ou l'évier, et on referme comme un placard l'ensemble de la cuisine, avec des portes qui viennent se déployer et cacher l'ensemble. Alors, ou c'est en coulissant, et donc il y a une partie qui reste toujours fixe, ou alors on a des portes à déploiement, ça vaut un petit peu cher, mais on les en déploiement, et viennent se ranger sur le côté de part et d'autre de l'ensemble. D'accord. Roberto? Sur la partie petit électroménager, poser une question là qui pour moi est super importante. Trop souvent, nos clients oublient la partie petit électroménager. C'est-à-dire qu'on parle du four, on parle du lave-vaisselle, on parle de l'évier, de la hotte, et on oublie de quantifier le nombre de petits électroménagers que vous avez. Le rôle du concepteur, le rôle de l'agenceur, du décorateur, c'est de lister ces appareils. Là, je fais des études assez régulièrement. Sur 300 réponses, j'ai 15% des gens qui ont 2 machines à café. La bouilloire, presque tout le monde l'a. Le toaster, mais on veut le voir, on veut pas le voir. Puis après, il y a les autres robots. Alors, on nous a tout vendu, hein. La machine pour la bière, la machine pour faire les bulles dans l'eau, la machine pour faire le pain. Oui, vous savez, celle qui est au fond de votre cave là en ce moment. Enfin, voilà, le rice cooker. Mais tout ça, on doit le lister et savoir si ça doit être accessible, pas accessible, sur le plan de travail, pas sur le plan de travail. C'est des questions qu'il faut absolument se poser et que le concepteur doit poser. La machine à champagne, oh là, il y a un brevet à déposer. Là, est-ce qu'on peut remettre le visuel juste d'avant, Quentin, s'il te plaît, ou c'est pas possible? Ah voilà, regardez, on voit un lave-vaisselle, et alors ça aussi, c'est une astuce super intéressante. On met désormais le lave-vaisselle en hauteur. Alors à quelle hauteur? Et pourquoi? Le lave-vaisselle en hauteur, on va le bas du lave-vaisselle, on doit le positionner grosso modo à 45 cm du sol. L'idée, c'est de ne pas le positionner trop, parce que sinon, votre panier supérieur, bien évidemment, ne serait pas du tout accessible. Et 45 cm, c'est la hauteur idéale pour que les enfants puissent charger et décharger le lave-vaisselle. C'est uniquement pensé pour ça. Et nous, on se met pas mal au dos. Voilà, exactement. Alors, l'idée, c'est de protéger votre dos. Encore une fois, le lave-vaisselle, ça fait partie de ces appareils qu'on voudrait voir être utilisés par toute la famille. On essaie d'impliquer les enfants. Quand ils sont tout petits, c'est assez facile. Adolescents, c'est plus compliqué. Je vous donnerai des exemples. Ça sent le vécu. Mais le lave-vaisselle en hauteur, c'est intéressant. Quand vous concevez votre cuisine, est-ce que vous concevez la cuisine pour celui ou ceux qui cuisinent, 1 ou 2 personnes dans le foyer en règle générale, ou est-ce que vous concevez la cuisine pour la totalité des utilisateurs? Avoir le four en hauteur, ok, mais pour une personne, le lave-vaisselle en hauteur pour tout le monde, c'est peut-être mieux. Enfin, c'est quelque chose qui doit germer, hein. Il y a d'autres contraintes, bien évidemment, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Alors, on a de la chance, hein, parce qu'on a 3 experts avec nous ce matin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de lever la main, et puis on va vous faire passer un micro. Alors, peut-être... ouais, je vais me déplacer moi. Alors, c'était où? Bonjour madame.
Il y a une chose, vous n'avez pas parlé, et c'est à la mode, c'est un grand retour, du marbre. Du marbre au sol dans une cuisine, du travertin également, et du marbre également, soit en crédent, soit en plan de travail. Attendez, ça c'est ma première question, donc je vous demande de bien vouloir répondre si c'est possible. Et la deuxième question, quand on a d'un électroménager qu'on vient d'acheter, je viens d'acheter un appartement, j'ai été obligée tout de suite de changer un électroménager avec une cuisine équipée que je ne garderai pas. Sauf que ce sont un électroménager de qualité. Est-ce qu'il y a moyen, lorsqu'on fait une nouvelle cuisine, de cacher par exemple un Liebherr tout gris et un Siemens lave-vaisselle pour avoir une façade uniforme? Sur la deuxième partie de question, je laisserai Elvis vous répondre, qui aura peut-être des solutions dans sa marque. Sur la première question, on va vous répondre avec Alexa. Le marbre, pour moi, c'est pas pour moi, c'est une pierre calcaire et donc poreuse. D'accord. Voilà, ça veut dire que toutes les pierres calcaires, on va intégrer le travertin, on va intégrer la pierre de Bourgogne, on va intégrer les différents marbres, sont des pierres qui vont se tacher et qui vont être poreuses. Donc, pourquoi pas? Le très haut de gamme et le luxe a fait rentrer du marbre pour les plans de travail. En France, ça ne correspond pas à notre demande. Alors, l'Europe du Sud, une partie du Maghreb fait ses plans de travail et ses sols en marbre, mais ils acceptent, ce que je disais tout à l'heure, que cela se patine. En France et sur l'Europe de l'Ouest plus particulièrement, on n'est pas dans cette attente de patine. Mais je suis d'accord avec vous, on fait des choses superbes en marbre, mais ça a des vraies contraintes. Et on est sur du marbre plutôt mat. Une goutte de citron, ou de vinaigre, le brillant, et c'est fini. Le vinaigre, le coca, le champagne, enfin voilà, tout ça, ça va marquer le brillant et c'est irrécupérable. Mais il n'y a pas des matériaux qui imitent le marbre? Alors, les imitations marbre, vous allez avoir les nouvelles évolutions de céramique, d'accord, avec les matériaux qu'on appelle ultra compacts. Vous avez une marque très connue qui s'appelle Decton ou Decton, vous pouvez prononcer dans les deux mots. Là, vous avez des imitations de marbre qui sont superbes. On imite le Carrare d'une manière spectaculaire. Dans la céramique, dans les céramiques les plus classiques aussi, on a maintenant des imitations qui sont splendides. Voilà, ça va être mon avis, Alexa. Alors après, on avait... C'est bon. Alors après, on avait la question donc de l'électroménager qui donc est un électroménager à poser, qui n'est pas intégrable, hein, on est d'accord? Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut le camoufler d'une façon ou d'une autre? Voilà. Alors comment on fait? Mais si, Alexa aussi peut peut-être avoir une solution. Elvis. Il faut faire attention sur les électroménagers, ce qu'on appelle pose libre, parce que dans leur unité de fabrication, ils ne sont pas faits pour être intégrés. Et oui. D'accord. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous satisfaire là-dessus, parce que ce serait mettre en péril la vie de l'appareil. C'est-à-dire que si je vais l'enclaver en termes de meubles, notamment le frigo, si je vais le mettre dans une armoire, parce que techniquement, on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire de mettre 2 panneaux de chaque côté, de faire en avancée, mettre 2 portes avec des charnières à déploiement, techniquement, c'est réalisable. En revanche, ça va nous obliger, on a besoin d'un débit mètre cubeur d'évacuation du condensateur du réfrigérateur. Ça ne va pas le faire. Dans le temps, ça ne le fera pas. D'accord. Et pour le lave-vaisselle, c'est pareil, parce que le lave-vaisselle faisant 60 de profondeur en l'état actuel des choses, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec des plans de travail beaucoup plus profonds. Vous faire ouvrir 2 portes pour ouvrir après la porte du lave-vaisselle, ce n'est pas pratique non plus. Donc malheureusement, il y a des circuits parallèles où vous pourrez les revendre et on fera de l'intégrer. Très bien, merci. Il va falloir changer l'électroménager. Une autre question? Alors, y aurait-il une autre question? Ah bah ça y est. On a une cuisine à aménager entièrement en partant donc de zéro. Est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'il y a une construction? Est-ce qu'on doit partir du sol, des meubles? Enfin, on est un peu perdu sur l'orchestration de la cuisine. Alors là, quand on part d'une page blanche, il y a beaucoup de règles, forcément, mais donc il faut savoir, il faut connaître déjà est-ce qu'elle est ouverte ou pas sur la pièce de vie. Pardon, c'est une cuisine fermée. Aujourd'hui, qui est en fermée, des années 80, donc qui est obsolète. Et donc, on va tout enlever et tout reprendre à zéro. Par quoi on commence? Comment on construit tout ça? Vous voulez changer le sol, tout changer? Tout.
Là, on commence avec un archi d'intérieur. Vous commenceriez par déjà essayer de savoir quel est le style que vous attendez. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle une planche d'inspiration, la tendance de la cuisine que vous souhaitez. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le style que vous cherchez, on va ensuite vous poser un certain nombre de questions, alors soit avec un archi, soit vous voyez ça avec votre cuisiniste sur votre usage au quotidien. Donc, ça, on rentre vraiment dans le détail de votre façon de vivre dans votre cuisine, en tout cas. Donc, de l'ensemble de vos besoins, comment vous cuisinez, comment vous recevez, si elle est suffisamment grande pour recevoir, comment vous mangez, si vous prenez petit-déj dedans, etc. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités auxquelles il faut répondre. Et une fois donc, d'abord, on va poser ensuite l'agencement optimum de votre cuisine, tout ce que vous avez à y ranger également, l'agencement optimum de votre cuisine. Et puis après, on sélectionne les matériaux. Donc, le matériau de sol, de là va découler la couleur des ma murs. question, c'était est-ce qu'il y a un point de départ? On a Non. des idées sur les meubles de cuisine, on a vu plusieurs meubles qui pourraient nous convenir, mais est-ce qu'on part du sol? Est-ce qu'on parle des meubles? Le point de départ, c'est soit le style que vous attendez, soit si vous avez un élément que vous souhaitez conserver qui va être du coup ce point de départ-là. Mais sinon, non, on n'a pas la façon de vivre aussi, hein. Ouais. Bien réfléchi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, en fait. Je passe mon tour parce qu'il veut parler. Après, je reviendrai. Il y a plusieurs méthodes de travail. Et la méthode que je donne au déco, c'est celle qui a été expliquée par l'instant par Alexa. La méthode que va utiliser le spécialiste cuisine, les magasins comme ceux d'Elvis, par exemple, c'est il y a véritablement un ordre à prendre et on va de là où il y a le moins de choix vers là où il y a le plus de choix. Là où il y a le moins de choix, c'est le type de façade. Vous serez contraint, vous aurez une vingtaine ou une quarantaine peut-être de façades, vous aurez 15-20 coloris, donc vous allez commencer par ça. Ensuite, vous allez passer sur votre plan de travail. Vous allez avoir 4, 5, 6 matériaux différents. Vous allez avoir une palette de couleurs, mais qui sera elle aussi limitée. On va prendre le coriandre par exemple. Vous avez 100 coloris. Allez, donc on a un peu plus de choix déjà. Donc façade, plan de travail. Puis ensuite, le sol, c'est pas 100 coloris, c'est pas 1000, c'est 10 000 ou 15 000 références de couleurs. Et donc l'idée pour le concepteur de cuisine, c'est plutôt de partir de cette manière-là. Donc c'est deux approches différentes. Elles s'entendent toutes les deux. La planche tendance, c'est un exercice de style. Le concepteur de cuisine n'est vraiment pas très très fort là-dessus. D'une manière générale, je ne parle pas d'Elvis, bien évidemment. D'une manière générale, le concepteur de cuisine spécialiste n'est pas très fort là-dessus. Mais par contre, il est très fort pour vous guider sur le choix de la façade, le matériau de plan de travail, et après, à vous d'aller chercher votre sol. Voilà Attention, hein, on caricature. Il existe de tout. Les curseurs peuvent être modifiables. Ça paraît tout à fait logique, c'est vrai. Merci. C'est une bonne piste, en tout cas, de départ, c'est vrai. Elvis, il y avait quelque chose à rajouter? Non, ça va, ils ont tout dit. On a répondu à votre question. Oui, peut-être juste un détail. Est-ce que le sol doit... J'avais un peu dans l'idée que le plan de travail devait reprendre le sol, enfin que visuellement... Alors ça, c'est des idées arrêtées que les gens ont, parce qu'effectivement, à un certain moment, il y a beaucoup de... Alors, archi ou autres, ou décorateurs d'intérieur, ou même cuisinistes, qui créent une dynamique entre le sol et le plan de travail. C'est vrai, mais ce n'est pas une règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire un total look cuisine d'une couleur et le sol très clair, par exemple, parce qu'on veut éclaircir. Il n'y a pas réellement de causalité entre le plan de travail et le sol. Après, tout ce qui a été dit, c'est la vraie vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut partir notamment des façades, parce que ça va être la partie principale de la cuisine qu'on va voir, parce que les murs, généralement, sont plutôt équipés de mobilier dans une cuisine. Donc, on part de cette zone-là pour découler sur les choix des électroménagers, les choix des plans de travail. Et après, on pourra, la peinture et les sols, une fois qu'on aura tout déterminé au niveau de l'aménagement de la cuisine et ce qui va nous rester en mur visible et en partie sol, on aura déjà fait un gros travail. Ok, merci. Oui, il y a effectivement un élément que j'ai complètement oublié, merci Elvis, c'est le mur. Avec certains prestataires, la peinture se définit vraiment tout à la fin. Pendant mes 15 années de magasin, la dernière couche de peinture a toujours été faite
après la pose des meubles. Ce qui fait que vous pouvez tester vos nuances de blanc, de crème, de vert, de rose, de ce que vous voulez, et vous choisissez votre teinte vraiment tout à la fin. Attention, tous les prestataires ne vous offrent pas ces possibilités, mais je trouve que c'est la plus cohérente et la plus logique. Le dernier chantier là dont je me suis occupé, on devait faire un mur en vert, on reste tout en blanc. Voilà. On a le temps de changer. C'est pas mal. Alors, madame, une question ? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez idéalement comme plan de travail ? Quels matériaux ? En fait, on peut conseiller tous les types de plans de travail, du stratifié qui est le plus économique, mais qui aujourd'hui, c'est quand même plus de 70% des plans de travail que l'on vend. Parce que à partir du moment où on prend en considération le fait qu'on ne coupe pas dessus et on ne pose pas de casserole chaude dessus, ça dure 20 ans. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a tous les choix possibles de restitution de couleurs. On peut avoir des effets matière marbre, on peut avoir des effets matière béton ciré, bois, décor, donc même aluminium. Donc, on n'a vraiment aucun problème là-dessus. Après, ce qui va déterminer, outre l'aspect texturé du plan de travail et sa fonction, c'est votre utilisation de vie au quotidien. Donc, si effectivement, on parlait des adolescents ou autres, ils ne vont pas faire attention de glisser une poêle sur le plan de travail, où là, sur le stratifié, il y a un vrai risque, on s'orientera vers des matériaux type le Decton ou du granit, où c'est un petit peu tout terrain. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Après, il y a le facteur économique. Donc, il y a le prix, effectivement, sur le plan de travail qui va peut-être déterminer votre choix sur l'ensemble du projet. Et on fait plus trop de plans de travail en carrelage ? Non. Alliance ? Alors, ils ont été... excusez-moi. Non, mais dans une C'est petite catégorique. cuisine, comme maintenant le carrelage existe en taille XXL, dans une toute petite cuisine. Oui, moi j'ai toujours un planche problème. peut être, J'ai toujours un problème avec ça aujourd'hui, puisque ça a été fait pendant des années, voire des décennies, voire plus. Les joints. Moi, c'est les joints sur les plans de travail à carreler qu'on a fait beaucoup. Même si aujourd'hui on a des carreaux rectifiés et qu'on pourrait se dire qu'ils ne font que 2 mm, ça reste sur du bois, ça travaille dans le temps, le joint va se noircir. Donc effectivement, aujourd'hui, on fait plus trop de plans de travail en carrelage avec, entre guillemets, ce que moi j'appelle à l'ancienne, donc un plan en bois à carreler. Ça se fait plus trop. En revanche, comme ils étaient déçus qu'on mette plus de carrelage en plan de travail, les fabricants de céramique nous ont fait des grandes plaques en céramique. Donc, où maintenant, on fait des plans de travail en carrelage, entre guillemets, donc de la céramique, mais on fait des plateaux comme un granit ou comme un Decton. Notamment, le Decton, ça reste de la céramique. Le carrelage, on peut l'utiliser en crédence, le cas échéant, puisqu'on a des grandes plaques maintenant en 1,20 m par 1,20 m ou même, comme je disais tout à l'heure, 1,20 m par 2,50 m qu'on coupe et qu'effectivement, on va avoir le minimum de jointure possible. Je sais pas si Alors, j'ai répondu d'autres à la questions. question. On en a une ici. Et madame là-bas. Alors, je rebondis justement sur cette question. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau plan de travail, on a soit la formule très économique du stratifié, et après, on a tout de suite des formules très premium, donc presque inaccessibles. Alors, qu'est-ce que vous entendez par inaccessible ? Alors, je sais pas, le stratifié, on va être sur du moins de 100 €, je pense, le mètre carré. Et puis après, on est tout de suite sur du 400 € si on part dans le granit. Est-ce qu'il y a une formule un peu intermédiaire qui reste accessible et esthétique ? Ce serait quoi vous parliez du Decton, est-ce que c'est ça qui est le plus... Non. C'est cher. Ouais. Non, en revanche, vous avez des granites premier prix. Si vous voulez une pierre, en fait. Après, vous avez le phénix qui est un intermédiaire entre le stratifié et le granit ou les pierres. Mais vous pouvez aussi avoir... Le problème du granit, en fait, ou l'avantage, c'est que vous avez des granites très économiques qui peuvent commencer à 150 € le mètre carré ou 200 € le mètre carré. Il faut faire attention parce que le granit, il y a un travail manuel de façonnage qui ne peut pas être fait par le menuisier. Donc, c'est un granitier spécifique qui va le couper. Et c'est ça qui fait la culbute en termes de prix. Ce n'est pas trop le prix intrinsèque du produit. Il y a des granites, je vous dis, entre guillemets, bon marché, le gris du Tarn. Enfin, il y a plusieurs granites aujourd'hui, entrée de gamme, qui peuvent être une transition. Après, effectivement, il y a le Phénix, il y a les HPL, donc les stratifiés hautement compressés aussi, qui sont intéressants et où on ne va pas monter dans des prix haut de gamme, comme vous dites. Mais honnêtement, aujourd'hui, en termes de palette de choix,
le stratifié, alors les 100 €, c'est limité, hein, parce qu'en termes de façonnage et tout sur du sur-mesure, là, vous êtes plus sur des panneaux à acheter que vous coupez vous, où vous n'allez pas avoir beaucoup de choix en stratifié. Mais je vous invite à venir sur le stand. J'ai une liasse comme ça de plus de 800 coloris en stratifié. Je vous mets au défi de ne pas trouver ce que vous ne voulez pas, hein. Et ça reste très économique, hein. La seule chose, c'est qu'il faut mettre une planche à découper et un dessous plat. Dans les évolutions de produits là, qui doivent arriver sur le marché, on va avoir des céramiques un petit peu plus abordables. On va se retrouver avec des épaisseurs plus faibles, mais ça n'entache pas la résistance à la chaleur et à la rayure. Donc on devrait pouvoir récupérer un produit un petit peu mieux positionné en termes de prix pour avoir effectivement une matière aux alentours de 200 à 300 € le mètre. Et ce matériau-là pourrait être coupé sur place par certains poseurs à partir du moment où ils sont équipés. Donc, il va falloir avancer sur ces projets-là. Il y aura encore des évolutions sur le stratifié, c'est indéniable. On a parlé du Phoenix. Il y a encore un autre produit qui s'appelle le compact. Et il y a le compact Phoenix. Donc, le compact, pour faire simple, c'est un très, 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 très vieux matériau. C'est le matériau qu'on utilise pour faire les vestiaires dans les piscines. Vous savez, c'est un panneau qui est très fin, qui a un cœur noir et qui est complètement résistant à l'humidité. Donc, on utilise le compact pour faire du plan de travail. Et là, on a quelque chose qui est très résistant, très stable, et on va être dans les prix intermédiaires. Donc, compact ou compact Phoenix, ça peut être intéressant. Je rebondis encore sur ce qu'a dit Elvis. La différence de prix, parce que là, vous parlez de 400 €, vous parlez que de la matière, mais il va falloir rajouter 1000 à 1500 € de coûts de prestation, parce que transporter un plan de travail en granit ou en quartz ou en decton ou en vraie céramique, faut être 2, 3 ou 4 personnes. Le coût de livraison, il est énorme, le coût de pose, il est impressionnant, et l'investissement pour le façonnage, pour les machines pour façonner, il est aussi très important. Donc, le concepteur de cuisine va tout de suite vous dire plutôt 1200 € ou 1400 € le mètre linéaire sur un plan de travail dit spécifique. Ça comprend le gabarit, la livraison, la pose et l'usinage, en plus de la matière. Voilà. Alors. Merci, bonjour. Il y a quelque chose que vous n'avez pas parlé dans les cuisines, c'est de la lumière. On n'a pas eu le temps. Ouais. C'était prévu. Ouais, il y avait encore tellement de choses à dire. Mais si vous voulez, on reste jusqu'à la prochaine conf. La lumière, moi je trouve quand... C'était chamaille un peu. Alors, la lumière, à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisine? Enfin, dans les meubles ou pas dans les meubles? Un peu partout pour avoir pas cette ombre qui vous tombe dessus, vous voyez un peu. Alors ça dépend. Est-ce que dans votre projet, vous voulez refaire la partie mobilier sans toucher au plafond et autres, ou est-ce qu'on parle d'une rénovation globale comme on a parlé tout à l'heure? Alors nous, on a acheté en PPE, ce qu'on appelle en PPE, et on fait comme on veut. En fait, on est libre, on est en train de ça monter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'alors on a respecté, on a 3,60 m, après on a un îlot qui fera 2,70 m sur 1,20 m. D'accord. Mais nous avons une très grande famille, enfin, voilà. Combien vous êtes? On a 6 enfants. Ah oui, c'est une très grande famille. Mais on a encore les pièces rapportées. Non, donc pour la lumière... Mais la lumière, je trouve, c'est en kikinant, parce qu'en fait, quand vous êtes sur votre... moi, j'ai prévu jusqu'en haut, parce que je ne veux pas des nids à poussière. Ça, je ne veux plus. En fait, la lumière, on peut la voir à l'intérieur des meubles. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la LED. Donc, à l'intérieur des meubles, sous les meubles en LED, en lumière chaude ou lumière froide, qui vous éclaire tout le plan de travail. Et après, on peut avoir aussi l'équivalent de l'ancien baldaquin, donc au-dessus des meubles jusqu'au plafond, rajouter un plafonnier qui vous rétro-éclaire encore le cas échéant, ou travailler avec un plafond avec des spots intégrés ou des systèmes d'éclairage avec des spots déportés où on va pouvoir orienter le spot pour définir les zones qu'on veut éclairer, le cas échéant, pour que vous ayez le moins d'ombre possible. Mais ça rentre dans le cahier des charges de l'étude, que ce soit avec l'architecte ou un professionnel cuisiniste, où il va falloir que vous puissiez nous donner vos attentes et on va y répondre avec les outils qu'on a.
Alors, je me permets de rebondir. Dans une cuisine, en fait, il y a plusieurs contraintes parce que maintenant, dans une cuisine, on ne fait pas que cuisiner. Donc, après, ça dépend en plus, encore une fois, si la cuisine est ouverte sur le salon ou pas. Mais si c'est le cas, en effet, donc il faut travailler beaucoup de sources lumineuses différentes et pouvoir aussi gérer les ambiances en fonction de ce que vous y faites. Donc, il va y avoir des luminaires techniques qui vont en général souvent être des spots qui doivent être bien positionnés en faux plafond pour la période où vous cuisinez réellement. Mais il faut pouvoir, c'est vrai que le plan électrique doit être pensé pour pouvoir avoir plusieurs interrupteurs parce qu'il ne faut pas que vous allumiez tout en même temps. Parce qu'il faut aussi que vous ayez souvent des plafonniers ou des appliques en fonction. C'est souvent des plafonniers si vous êtes sur un îlot, par exemple, qui va séparer la cuisine du salon. Des plafonniers qui vont descendre au niveau de l'espace repas, qui vont vous faire une lumière d'ambiance pour le moment du repas, mais sans forcément garder tout allumé, les spots en même temps. Et puis après, il va y avoir en effet les luminaires qui vont éclairer ponctuellement la zone de travail. Donc en général, ça se fait en effet avec les lumières qui sont en sous-meuble, qui vont vous permettre de travailler avec encore une autre lumière. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à rajouter d'autres sources lumineuses qui sont plus des luminaires d'appoint pour si vous recevez dans votre cuisine aussi, pour encore créer une ambiance différente quand vous recevez. Mais en effet, ça c'est vraiment un projet global auquel il faut penser. Ça dépend aussi de la lumière du jour, mais en général vous recevez plutôt que le soir. En général le soir il fait nuit, donc il faut vraiment penser à tout ça, mais ça va vraiment dépendre de l'ambiance globale de votre pièce et de comment vous vivez dans votre cuisine. Si c'est une cuisine où on cuisine ou si c'est une cuisine où on reçoit, où on prend le petit déj, où on fait les devoirs, c'est pas du tout la même chose. Les devoirs, c'est fini, ils sont grands. Vous avez bien de la chance. Yes. Vous savez, j'en ai eu 6, ça, c'est bon. Ouais, non. Je retire ce que j'ai dit. Quelle une drôle d'idée. Mais je m'excuse encore, il y a une chose que vous n'avez pas dit. Et moi, je l'ai juste testé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment kikinant. Quand on a choisi notre cuisine, alors on a trouvé génial l'histoire de la hotte qui est avec le vitrocéram ou l'induction ou comme ça. Et en fait, chez nous, on peut essayer. Hein, donc, je parle bien de Suisse. Hein. Et en fait, nous, on a prévu un grand îlot. Et j'ai trouvé que c'était chiant, je vous le dis franchement. C'est la sortie de l'aération par rapport à l'îlot. Parce qu'en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça chouette. Après, j'ai trouvé nul parce qu'en fait, j'ai trouvé que l'îlot le vitrocéram ou l'induction prenait quand même, ils font vite 90 cm, mais on a quand même que 4 plaques, si vous voulez bien, hein, 4 casseroles. Et après, en fait, j'ai pu l'essayer. Et je me suis dit, mais avec des casseroles assez hautes, hein, il faut quand même que ça tire, donc on met assez fort. Donc le bruit, j'ai trouvé que c'était quand même assez bruyant. Et après, en fait, j'avais les pieds dessous par rapport à où il était posé. Et je me suis dit, punaise, là, tu mets les chaussons, hein, parce que ça fait froid. Et de l'autre côté, ça donne sur la salle à manger. Et je trouvais que c'était en fait désagréable, sans compter la place que ça prend dans le meuble. Oui, ça va prendre de la place, qu'on disait tout à l'heure, donc il faut que ça soit bien pensé. L'histoire du rejet d'air sur le recyclage, c'est quelque chose qui a été très mal pensé au départ. Donc là, maintenant, on arrive sur la 2e génération et on va pouvoir mieux diriger le flux d'air et pouvoir l'envoyer dans une direction où il n'y a personne, surtout pas la personne qui cuisine. Donc ça, on a plus de modularité. Concernant les plats qui sont très hauts, votre hotte, vous l'allumez à quel moment? Moi? Oui. Mais... Ouais. Généralement, non. Alors, comment? Ils m'ont dit de l'allumer à l'avant, hein. Ah, merci. Ils m'ont dit et je ne le fais pas. Et donc, non, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je vais pas le prendre parce que l'histoire des pieds froids, ça m'énerve. Ah oui. Non. Alors, très honnêtement. Mais c'est vrai que les hottes, ils nous l'ont dit. Nous, on va chez. Alors, ça sera Tsug, je vous le dis franchement. Ça sera Tsug, oui, j'avais compris. Ouais, bon, on a plusieurs choix. Mais disons qu'en Suisse, on s'est permis de prendre ça. Mais comment ils nous. Mais bon. Comment il nous a bien dit, la hotte de ventilation, on a trop l'habitude de l'allumer après, alors qu'il faudrait l'allumer avant. Alors, mais c'est le réflexe. Voilà, hein. Que c'est vraiment le réflexe. Je parlais de pédagogie tout à l'heure sur l'utilisation de la hotte. Bien comprendre que si vous allumez votre hotte quand la fumée elle est de l'autre côté, vous aurez beau allumer la hotte à fond, siffler, claquer des doigts, la fumée elle ne reviendra pas. Hein. D'accord ? Elle est dans vos rideaux, dans votre chambre, au fond de votre séjour, c'est plié. L'idée, c'est de créer une espèce, on va vulgariser, une espèce de dépression autour de la plaque. Donc, il va falloir commencer à aspirer, créer cette dépression
pour pouvoir absorber tout de suite les premières vapeurs. Il ne faut pas laisser le filet d'air se faire tout de suite. Et c'est super important. Véritablement, ça change tout. Après, plus le volume va être important, plus vous serez sur une maison avec un volume ouvert, avec de la VMC, vous allez avoir des contreflux. La VMC fonctionne en permanence. Donc, il faut véritablement, encore une fois, allumer avant pour pouvoir créer cette dépression. On continue dans les règles techniques. Sur l'induction, il y a 0 déperdition de chaleur, ce qui fait que la fumée, elle monte tout doucement. Et c'est pour ça que la plaque centrale est plus adaptée sur la plaque à induction que sur la plaque gaz, par exemple. Sur la plaque gaz, il y a plein de déperditions, et donc les fumées montent plus vite, et on s'est rendu compte que la plaque qui aspirait au niveau du plan de travail était un peu moins performante. D'accord ? Sur les temps d'utilisation de la hotte, si vous éteignez votre plaque et vous éteignez votre hotte en même temps, pareil, tout faux. Tant que votre plat est chaud, il est odorant, donc il dégage encore de l'odeur, il dégage encore des vapeurs, et donc vous devez laisser tourner votre hotte en première vitesse pendant 10 minutes. Autre point important, pourquoi on laisse tourner sa hotte pendant 10 minutes ? Parce que votre filtre à charbon, il est chargé d'humidité. Il faut continuer à ventiler pour qu'il l'assécher exactement et éviter ces problèmes d'humidité qui viennent coller le charbon. Lisez et écoutez les concepteurs sur l'utilisation de l'appareil. Je vous rappelle que une étude Fnac Darty, 70% des pannes sont liées à une mauvaise utilisation. D'accord, il y a les pannes, puis il y a le mécontentement. Et systématiquement, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Et alors, je vais encore aller plus loin. Il y a des profils de vendeurs qu'on ne veut absolument pas écouter. Donc voilà. Ils sont nombreux, mais voilà. Non, mais vraiment, c'est important parce que on vient taper sur le dos du concepteur, alors il faut savoir utiliser un lave-vaisselle, il faut savoir utiliser un lave-linge, il faut savoir utiliser une hotte. Voilà. Alors, où était l'autre question ? Il y avait encore une question, je crois. Non. Ok. Et ben voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous a appris plein de choses sur les cuisines et belle réalisation donc à ceux qui se lancent dedans. Merci. Très bonne poursuite du salon.